23 heures à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de votre édition. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a réceptionné ce lundi un autobus pour la Fondation Children of Africa, un don d'un village britannique, et c'est à l'initiative de Eunice Kokrassé, une Ivoirienne vivant en Grande-Bretagne. Des décisions importantes arrêtées en faveur de l'intégration lors du dernier sommet de l'Union africaine, sommet tenu fin janvier à Addis Abeba et auquel prenait part le chef de l'État Alassane Ouattara. Défis et perspectives de la presse écrite en Côte d'Ivoire, on en parle également ce soir. La presse écrite, c'est aujourd'hui 20 quotidiens, 25 hebdomadaires, dimensionnels et autres périodiques, avec environ 70 journalistes accrédités. Comment redynamiser l'activité? On en parle également dans cette édition. Mais avant, en images, le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu donc ce lundi 12 février au palais présidentiel avec Madame Harriet Baldwin, ministre pour l'Afrique, auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération britannique. Au menu de la rencontre, la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Grande-Bretagne. Les échos dans nos prochaines éditions. En attendant, on s'intéresse aux activités de la première dame de Côte d'Ivoire. La première dame, Dominique Ouattara, je vous le disais en titre, a réceptionné ce lundi un autobus pour la Fondation Children of Africa, un don justement d'un village britannique. Et c'est à l'initiative de Eunice Kokrassé, une Ivoirienne vivant en Grande-Bretagne. On en parle avec Jérôme Kofi Abola. Un autobus, il vient tout droit de la Grande-Bretagne pour la Fondation Children of Africa. La cérémonie de remise du véhicule s'est déroulée ce lundi au cabinet de la présidente de cette fondation, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Selon la ministre d'État britannique pour l'Afrique, ce don est important pour la cause des enfants sans cesse défendue par l'épouse du président Alassane Ouattara. Nous espérons que beaucoup d'enfants découvriront le plaisir de la lecture après une visite à cet autobus. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, en saluant ce geste, a promis de faire de ce bus un autre bibliobus à la grande joie des enfants. Nous avons 8 bibliobus et le don de ce magnifique bibliobus fera que nous aurons 9 bibliobus qui parcourront la Côte d'Ivoire. Donc c'est vous dire combien je suis touchée. Ces bibliobus sont donc des bus aménagés avec des livres pour enfants, avec des films qui sont visionnés quand les enfants viennent voir. Et donc c'est quelque chose qui a beaucoup de succès dans les villes et les villages, à tel point que beaucoup de villes nous le demandent. Ce bus est un don d'un village britannique du nom de Smallburg. L'initiative vient d'une jeune Ivoirienne en Grande-Bretagne appelée Eunice Kokrassé. Il s'agit pour elle de solliciter le soutien de ce village britannique aux actions de bienfaisance de la Fondation Children of Africa de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Voilà un autobus qui va donc porter à 9 le nombre de bibliobus de la Fondation Children of Africa, ce pour le grand bonheur des tout-petits en Côte d'Ivoire. Des décisions importantes arrêtées en faveur de l'intégration lors du dernier sommet de l'Union africaine, sommet tenu fin janvier à Addis Abeba, auquel prenait part le chef de l'État, Alassane Ouattara. Entre autres décisions, le lancement du marché unique du transport aérien africain. Les explications de Awa Touré. Il y a aujourd'hui une rupture qui s'opère par rapport au passé. Il y a comme un vent de changement qui souffle sur l'Union africaine. Aujourd'hui, nos dirigeants ont compris que la rhétorique ne suffit pas et qu'il faut préempter les vrais problèmes auxquels l'Afrique est confrontée. Ces paroles nourries d'optimisme. Ali Koulibaly, ministre ivoirien de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, les tient au sortir du 30e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Pour lui, ce sommet symbolise le nouvel envol qu'entend prendre l'Union africaine dans la résolution des défis majeurs du continent.
Et cet envol sera bien visible dans le ciel africain avec le lancement par les chefs d'État d'un projet majeur, le marché unique du transport aérien africain. 30 ans que ce projet, né à Yamoussoukro, attendait ce jour. Il instaure le cadre de la libéralisation complète des services de transport aérien à l'intérieur du continent. Il n'y aura plus maintenant de limitation de fréquence de vol ni de limitation de passagers. Parce qu'à l'époque, vous avez des pays qui disaient que ok, vous pouvez venir chez nous, vous pouvez venir 1 ou 2 fois seulement, ou bien vous pouvez prendre que 100 ou 50 passagers, c'est tout ce qu'on vous accordait. Or, aujourd'hui, avec la mise en place de ce marché unique, il n'y aura plus ça. Il est permis maintenant d'instaurer la 5e liberté qui permet à une compagnie aérienne qui quitte le pays A, vient dans le pays B, peut prendre des passagers dans le pays B, peut partir dans le pays C, les débarquer et embarquer aussi de là. Donc ça veut dire une libération totale. Donc c'est la concurrence qui va se mettre maintenant, c'est-à-dire qu'il y a plus de compagnies aériennes, donc ce qui veut dire qu'il y a une concurrence sur les prix des billets d'avion. 23 pays, dont la Côte d'Ivoire, sur les 55 que compte l'Afrique, ont déjà adopté le marché unique du transport aérien. Tous les États signataires ont obligation de développer leurs infrastructures aéroportières afin d'améliorer la sécurité et la sûreté. Autre avancée enregistrée lors de ce 30e sommet, la question de la réforme de l'Union africaine. Là encore, la Côte d'Ivoire, sous la houlette du président Alassane Ouattara, soutient l'idée que l'institution doit être financée par les Africains. Ce fut un très bon sommet, un sommet qui a permis de dire des choses importantes au niveau de la conception de l'exercice du pouvoir en Afrique et de tout faire pour que l'Union africaine puisse se prendre en charge. Je trouve que le point essentiel du sommet a été la question du financement de l'Union africaine. Et à ce titre, nous avons décidé que 0,2% des importations éligibles seraient reversées à l'Union africaine, ce qui permettra à l'Union africaine de pouvoir financer totalement son budget de fonctionnement et de faire une contribution également au budget de maintien de la paix. L'Union africaine étudie également la mise en place de la zone de libre-échange continentale. Ce symbole d'intégration devrait rassembler les 55 pays membres de l'Union africaine au sein d'un marché unique continental comptant plus d'1 milliard de personnes et représentant un PIB supérieur à 3 400 milliards de dollars. S'il est conclu et mis en œuvre avec succès, il deviendrait la plus grande zone de libre-échange au monde en termes de nombre de participants. Ici, en Côte d'Ivoire, la feuille de route pour l'élimination de la faim et de la malnutrition sous toutes ses formes en Côte d'Ivoire à l'horizon 2030, dénommé examen stratégique Faim Zéro, a été lancé ce lundi 12 février à l'auditorium de la Caisse-Tab au Plateau. Le lancement s'est déroulé en présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan, facilitateur principal de l'examen stratégique Faim Zéro pour la Côte d'Ivoire. Le reportage de Jean-Louis Gbangbo dans nos prochaines éditions. Mais avant, je vous propose d'écouter le directeur exécutif du EPAM. Les politiques de Côte d'Ivoire sont excellentes pour l'élimination de la faim et la malnutrition entre 2025. Avec le vice-président, nous avons aussi parlé de la création d'un centre d'excellence en Côte d'Ivoire, un centre qui pourrait aider à porter à bon fin les plans et les stratégies et les programmes multisectoriels pour éliminer la faim et la malnutrition en Côte d'Ivoire. Voilà, plus tôt que prévu, donc je vous propose le reportage de Jean-Louis Gbangbo à propos justement du lancement de la stratégie Faim Zéro à l'horizon 2030 en Côte d'Ivoire. La faim, comment l'éradiquer totalement en Côte d'Ivoire? C'est l'une des principales préoccupations du gouvernement ivoirien, car en dépit des progrès enregistrés durant les dernières années, la prévalence nationale de l'insécurité alimentaire est de 13%, avec une prévalence de la sous-alimentation à 15,4%.
On note que la prévalence du retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans est à 21,6%. Selon le rapport présenté par le Conseil national pour la nutrition, 3 millions d'Ivoiriens sont en situation d'insécurité alimentaire. La feuille de route pour l'élimination de la faim et de la malnutrition sonne ainsi comme une réponse du gouvernement ivoirien. En matière de lutte contre la malnutrition, le gouvernement s'est doté d'un plan multisectoriel nutritionnel 2016-2020 qui vise à garantir à l'ensemble de la population un statut nutritionnel optimal en vue d'accélérer son bien-être et de soutenir durablement une croissance inclusive. Le gouvernement veut matérialiser ainsi le principe de ne laisser personne de côté dans les politiques en matière de nutrition. Ce n'est pas une nouvelle stratégie qui vient allonger la liste des politiques et stratégies nationales passées ou en cours d'exécution. Elle doit être vue comme une boussole, un instrument de mise en œuvre efficace et efficiente de l'ensemble des actions gouvernementales concourant à la réalisation d'un développement durable et inclusif. Le défi Faim Zéro suppose notamment pour la Côte d'Ivoire qu'aucun enfant de moins de 2 ans ne souffre d'un retard de croissance, aucune perte ou gaspillage de produits alimentaires, un accès total à une alimentation adéquate toute l'année et une augmentation de la productivité et des revenus des petits exploitants. Défis et perspectives de la presse écrite, on en parle à présent. La presse écrite, c'est aujourd'hui en Côte d'Ivoire 20 quotidiens, 25 hebdomadaires, 10 mensuels et autres périodiques avec environ 700 journalistes accrédités. Comment redynamiser l'activité qui est en baisse? Une réunion a été organisée pour en parler. C'est à l'initiative du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste. Compte rendu, Ami Sissoko. La presse écrite est marché en pleine crise. L'appui des 1,4 milliards de francs CFA du gouvernement apporté à la presse écrite et aux médias en 2017 n'a pas permis à la presse écrite de se relever. Ce sont environ 70% d'invendus qui sont enregistrés en 2017. Elle a perdu 52% de sa valeur. Pour remédier à cette situation, les acteurs du secteur sont réunis pour faire l'état des lieux. Nous avons une entreprise qui fait la distribution qui est aujourd'hui en faillite. C'est bien de dire oui qu'il faut vendre, il faut certainement que l'offre éditoriale soit bonne, mais au niveau de la distribution, là où le journal doit être booké, les Ivoiriens décident ou le lecteur décide de l'acheter ou pas, mais il faut qu'il soit là-bas. Les journalistes n'ont pas changé. Ce sont les mêmes qui écrivent depuis 10, 15, 20 ans. Mais pourquoi hier ils vendaient et aujourd'hui ils ne vendent pas? Nous savons également que le défi du numérique, un peu partout, lorsqu'il y a eu ces problèmes dans les différents pays, les gens ont essayé de revoir dans quelle mesure on peut se réadapter. Toute une journée pour réfléchir au choix de l'imprimeur, à l'amélioration des contenus des parutions et du système de distribution. Pour le ministre Bruno Nabagné-Koné, cette rencontre est le lieu pour chaque acteur de relever les dysfonctionnements constatés en vue d'un soutien efficace à la presse écrite. Le lecteur qui est un client achète une marchandise. Et il faut que la valeur de la marchandise corresponde un tant soit peu au décaissement qu'il fait. Quand il paye 300 francs, il s'attend à recevoir en contrepartie quelque chose qui vaut dans sa tête les 300 francs qu'il a dépensés. En 2011, le marché de la vente des journaux représentait 6,5 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, il ne pèse plus que 3 milliards. Après la presse écrite, le ministre Bruno Nabagné-Koné va rencontrer les acteurs des radios de proximité pour se pencher sur les problèmes de ce secteur. On s'intéresse à présent aux us et coutumes baoulés. Le sujet nous conduit à Yamoussoukro, c'est dans le centre de la Côte d'Ivoire. La capitale garde toujours le pied bien ancré dans la tradition, bien qu'ayant la tête dans le modernisme. Illustration parfaite avec le tribunal baoulé de Ngokro. On y va tout de suite avec Sidonie Davila. Mercredi, jour d'audience à Ngokro, un village baoulé, en plein centre-ville à Yamoussoukro. Sous ces manguiers, toutes les semaines, se règlent les différends. Ce jour, la chefferie doit trancher sur un différend dans un couple. La plaignante accuse son époux de l'avoir abandonnée avec les enfants pour une autre. Aujourd'hui, je suis là, je l'ai appelé parce que les 4 enfants se retrouvent avec lui aujourd'hui. Quand il partait, il a pris les 3 enfants pour aller. Il m'a laissé bébé là seulement. Mais papa bébé, il m'a laissé, il m'a envoyé. C'est elle
qui m'a dit de partir. C'est elle qui a dit, malade gravement, à ma fille, si tu ne te lèves pas pour aller mettre le médicament de ton papa au feu, si il meurt là, moi je suis jeune, je vais aller me remarier. Après avoir écouté les arguments de l'un et l'autre, le conseil du tribunal coutumier tranche. Avant de l'abandonner, il n'a pas suivi la procédure. Donc pour cela, on lui a donné tort. Quand tu prends l'enfant de quelqu'un, va vers ses parents que voici ce que votre fille me fait. Donc je ne peux plus la supporter. Il ne l'a pas fait. L'accusé a tort. Il devra s'acquitter d'une amende. Il doit nous payer un casier de vin plus une bouteille de gin, plus de dédommagement de 50 000 francs à son ex-femme et puis rembourser plus de convocation. Comparativement à la justice moderne, le tribunal coutumier ne sanctionne pas, mais prône plutôt le pardon et la réconciliation. C'est la loi légale, elle allait subir des sanctions dures, mais chez nous, c'est une réconciliation. On n'a qu'à faire une réconciliation, pas de punition grave. Vol, divorce, empoisonnement, litige foncier, la justice traditionnelle gère toutes sortes de conflits. Chaque mercredi, dans le village de Ngokro, c'est environ 8 litiges qui se règlent sur la place publique. Au cours de ces assises, comme dans d'autres rassemblements coutumiers de ce genre, la gestuelle comme le maniement de la langue font l'objet d'interprétations systématiques. Le geste aussi compte beaucoup dans la salutation. La position compte. Parce que tu vas mettre ta main derrière et puis venir saluer ton aîné. Quand tu fais ça, tu donnes encore couper ta tête. Parce que tous les gestes ont toujours une signification. Quand tu veux saluer d'abord, ton pied gauche, tu l'amènes devant, comme si tu étais en train d'enlever ta sandale. Après, tu le remets et maintenant tu le tournes. Maintenant, tu prends comme ça, tu envoies ça ici. C'est-à-dire, on fait comme ça. Un sens particulier. Tu lui dis, c'est toi que je salue avec tout le respect. Toi que je salue avec tout le respect. Mais tu ne fais pas comme ça. C'est-à-dire, vous là, je coupe toutes vos têtes et toi on t'attrape en même temps et puis allez hop. Quand tu veux saluer aussi, tu as ta main dans le dos. Ok, tu salues. Les gens sont là, tu regardes. Dès que tu as fini, on t'attrape et puis on te ligote. Quand le baoulé se déplace et qu'il s'en va toujours, c'est l'enfant qui est toujours devant. Il va saluer. S'il se trompe, le vieux qui est derrière va corriger. Toute présence à ce tribunal est soumise à un protocole strict. Plusieurs personnes sont rappelées à l'ordre, certains pour avoir croisé les pieds, d'autres pour avoir mis les mains dans le dos. L'accusé du jour, qui s'exprimait en faisant des gestes de sa main gauche, quoique gaucher, a été également rappelé à l'ordre. Ces valeurs ancestrales intéressent beaucoup les jeunes qui ne manquent pas d'être assidus. C'est pas facile, c'est dur, mais on t'initie quand même, ils savent que c'est nos coutumes. Pour parler là, c'est facile. Souvent là, les gestes, c'est un peu compliqué. Souvent, tu peux te mettre un peu en erreur, tu peux te dire, ce que tu as fait là, c'est pas ça. Maintenant, tu te ressaisis. On n'a que 12 mois dans l'année. On passe les 9 mois à l'école et on va passer les 3 mois au village. On s'en va, au lieu de nous faire asseoir, nous apprendre comment on doit passer. Quand on sera dans un lieu public, hein, comment on doit se comporter, comment ne pas qu'on se trompe. Parce que si tu trompes, tu risques de payer des amendes. Yamoussoukro, ville située au centre de la Côte d'Ivoire, était autrefois un petit village nommé Ngokro que dirigeait au moment de la colonisation française la reine Yamoussou, celle dont le nom a été donné à la ville. Yamoussoukro, devenue capitale politique et administrative ivoirienne depuis 1983, garde encore les pieds dans la tradition et la tête dans le modernisme. Et on reste dans la même vague pour évoquer cette fois la 5e édition du séminaire sur la justice criminelle pour les pays d'Afrique francophone. À l'occasion, 8 pays réunis en Côte d'Ivoire renforcent leur capacité. C'est ce que nous dit Abou Sanogo. La coopération japonaise renforce les capacités du système judiciaire. Une formation sur la justice criminelle et le traitement des délinquants pour les pays d'Afrique francophone
Elle réunit des magistrats, des juges, des procureurs, des juges d'instruction, des juges d'application des peines et des officiers de police judiciaire de 8 pays de la sous-région. Il s'agit pour l'Agence japonaise de coopération internationale de renforcer les capacités des professionnels de la justice pour l'amélioration de leurs compétences dans le domaine des enquêtes, des poursuites pénales et de la prévention du crime. Le présent séminaire sur la justice criminelle constitue ainsi l'une des concrétisations de la politique d'aide publique au développement du gouvernement du Japon à l'égard de l'Afrique, qui confrontée à l'émergence des phénomènes menaçant la sécurité régionale. Ce séminaire bénéficie de l'appui des ambassades du Japon et de France. Le renforcement des capacités du système judiciaire afin d'assurer un cadre juridique stable est indispensable à la promotion des investissements du secteur privé, qui est la clé de développement économique. Avec nos amis japonais, nous partageons ce défi, cette ambition commune, de toujours plus renforcer les acteurs de la chaîne pénale ivoirienne, de leur donner les moyens d'action, tout domaine confondu, pour qu'ils puissent remplir leur mission. Le gouvernement ivoirien salue cet exemple de coopération dans le domaine de la formation. Notre objectif commun de relever ce défi sécuritaire dans notre région sera atteint du fait de la qualité des échanges qui auront lieu au cours de ce séminaire, ainsi que des recommandations pertinentes qui seront issues de vos réflexions. Ces recommandations seront d'un grand apport pour nos États dans la conception et la mise en œuvre des politiques de lutte contre les menaces auxquelles nous faisons face. Pendant 2 semaines, les magistrats et les officiers de police judiciaire vont mener la discussion sur le thème, à savoir la prévention du crime et le traitement des délinquants. Notez également que la bibliothèque de la faculté de droit de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan en Côte d'Ivoire a abrité la cérémonie d'ouverture des rencontres scientifiques sur le droit de l'environnement. Cette initiative du Centre africain de droit comparé de l'environnement s'est penchée sur l'environnement en Côte d'Ivoire 25 ans après la conférence de Rio. Compte rendu, Walter Amadou Ouattara. L'exploitation des ressources naturelles, la protection de la biodiversité et bien d'autres enjeux relatifs à la lutte contre les changements climatiques restent au cœur des défis environnementaux. Cela 22 ans après l'adoption du Code de l'environnement ivoirien. Le Centre africain de droit comparé de l'environnement inscrit ses actions dans la lutte pour la protection de l'environnement. Il s'agit pour ce centre d'analyser les forces et les faiblesses du Code de l'environnement de Côte d'Ivoire. Au niveau textuel, la Côte d'Ivoire est assez fournie. Au niveau des faits, il y a des efforts à faire parce que la conscience écologique, il faut le dire, est encore faible. Pour pouvoir diffuser l'enseignement sur l'environnement et une prise de conscience plus aiguë, de sorte qu'on s'autodiscipline. Plusieurs contributions ont édifié l'auditoire à la cérémonie d'ouverture. Les intervenants ont exhorté les étudiants à s'approprier la lutte pour un environnement propice à l'existence. L'invité spécial, Michel Prieur, professeur émérite de l'Université de Limoges en France, a partagé son expérience. Il souhaite une forte implication de la justice afin de garantir une meilleure protection environnementale. Renforcer les outils juridiques à travers la justice et ainsi faire de la justice un instrument de l'amélioration du droit de l'environnement en Côte d'Ivoire. Ces journées bénéficient du soutien du ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, ainsi que de l'appui de l'Assemblée nationale. Dans la dynamique de renforcer son système juridique et institutionnel environnemental, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'importants tests législatifs et réglementaires. Le pays a ratifié environ 39 conventions internationales. L'actualité internationale nous conduit ce soir au Brésil, en Russie, au Maroc et au Libéria. On y va tout de suite avec Olivier Iriebi et Gabriel Zani. L'ex-présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf a remporté le prix Mo Ibrahim qui récompense un ex-chef d'État africain qui quitte le pouvoir au terme de ses mandats constitutionnels. Selon le comité en charge du prix, Ellen Johnson Sirleaf a fait preuve d'un leadership exceptionnel face aux défis à relever au Libéria qui sortait d'une longue crise militaire. Prix Nobel de la paix en 2011, Ellen Johnson Sirleaf rejoint le cercle fermé des récipiendaires Mo Ibrahim. Elle succède ainsi à l'ex-président namibien
lauréat du prix en 2014. La tension est toujours vive à Gerada dans la région nord-est du Maroc. La ville est secouée depuis plus d'un mois par un mouvement de contestation pacifique suite à la mort de 2 mineurs dans un puits de charbon clandestin. La série de mesures prises suite à leurs revendications n'a pas calmé les ardeurs. Selon les protestataires, toute décision sur Gerada doit se prendre sur place. Débuté le dimanche soir, le premier défilé du carnaval de Rio a rassemblé plus de 72 000 personnes à Rio, au Brésil. Le spectacle, qui s'est déroulé dans un dispositif de sécurité accru cette année, a été marqué par un défilé avec des plumes, des paillettes, mais aussi des messages politiques pour dénoncer la corruption, la violence et la pauvreté qui touchent le pays. 71 personnes ont péri dans le crash d'un avion de ligne russe. L'avion s'est écrasé près de Moscou après avoir disparu des radars. Les autorités russes n'ont pas évoqué l'hypothèse d'un acte terroriste. Plusieurs sources font état d'une collision de l'avion et d'un hélicoptère de la poste russe après le décollage. Mais cette version est démentie par la poste. Et on poursuit en images avec cette information après les révélations du Times sur les pratiques de l'ONG britannique Oxfam. Penny Lawrence, la numéro 2 de l'organisation, a annoncé sa démission, exprimant sa tristesse et sa honte à propos de la conduite des employés au Tchad et en Haïti, incluant donc le recours à des prostituées. Notez que Oxfam, cette confédération d'organisations humanitaires basée en Grande-Bretagne, assure avoir lancé et depuis 2011 une enquête interne. Retour en Côte d'Ivoire pour évoquer cette page noire. L'ancien ministre ivoirien de la fonction publique, Jean-Jacques Béchiot, est décédé ce dimanche à l'âge de 69 ans des suites d'une maladie. On en parle avec Alexis Oudraogo. À 69 ans, Jean-Jacques Béchiot quitte définitivement la scène politique ivoirienne. Une arène de laquelle il s'était retiré depuis plusieurs mois du fait d'une santé fragile. C'est en 1983 que Jean-Jacques Béchiot entre au gouvernement sous Félix Houphouët-Boigny. Il a 34 ans. Il y reste jusqu'au début des années 90 et retourne à la diplomatie. Il est nommé ambassadeur de Côte d'Ivoire au siège des Nations Unies à New York. Après 3 ans, il revient à Abidjan et occupe le poste de conseiller spécial auprès du Premier ministre Alassane Ouattara, jusqu'à la démission de ce dernier à la mort de Houphouët-Boigny en 1993. Cette même année, il intègre le RDR. En 2001, Jean-Jacques Béchiot est incarcéré pour atteinte à la sûreté de l'État. Il est relaxé sans jugement 6 mois plus tard, faute de preuves. Il quitte le RDR en juin 2007 et fonde son propre mouvement, l'Alliance pour une nouvelle Côte d'Ivoire, ANC. En octobre 2010, après sa démission de la présidence de l'ANC, il crée un autre mouvement politique dénommé Pour la Côte d'Ivoire, avec lequel il devient un soutien au FPI. Il est arrêté aux côtés de Laurent Gbagbo le 11 avril 2011, puis libéré quelques mois après. Avant la présidentielle d'octobre 2015, aux côtés de l'ancien Premier ministre Charles Konan Banny et l'ex-président de l'Assemblée nationale Mamadou Coulibaly, il est l'un des principaux animateurs de la coalition pour le changement, CNC. Outre le terrain politique, Jean-Jacques Béchiot a été un haut dirigeant de la SEC d'Abidjan. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci et surtout, prenez soin de vous.